Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Le rendez-vous est bel et bien respecté. Le rendez-vous qui occupe votre week-end, ça fait débat. Deux sujets nous intéressent. D'abord, la dernière session parlementaire en République démocratique du Congo pour le quinquennat qui est en train de s'achever. La dernière session de septembre, elle est ordinaire. Quels sont les principaux enjeux? On en parle. Aujourd'hui, au Parlement, les deux chambres ont donc rouvert les portes des plénières, même si les bureaux travaillaient déjà depuis. À la Chambre haute, Modeste Batiloukwebo appelle le gouvernement à donc doter la CENI de tous ses moyens pour l'organisation des élections. C'est justement l'information phare de cette session ordinaire au Parlement en l'ouverture. Le second sujet, pour nous, c'est la présidentielle. Les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures pour la présidentielle restent ouverts depuis quelques jours. Quels sont les atouts et les faiblesses des principaux candidats, je dirais potentiels candidats, parce que certains ont déjà déposé leur dossier, et ceux qui vont venir, peut-être la semaine qui commence sera déterminante, ou des dernières semaines. Nous allons en parler autour de ces tables. 4 invités, on n'a pas des trompettistes. Bruno Caïmois, expert en relations internationales, il est professeur. L'autre, son collègue, c'est Claude Nsala. Claude Nsala, il est politologue, géopolitologue, il est également professeur. Et à mon extrême droite, un autre, PhD, mais qui ne donne pas cours, il est tout le temps entre les avions, Jojo, Mutabazi Sekimunyo, analyste économico-politique. Et enfin, le chercheur qui est avec nous, Apuyo Bongunda, politologue et chercheur. Le plateau affiche complet. Freddy Moulumba s'est excusé pour d'autres rendez-vous familiaux. C'est extrêmement important alors qu'il s'apprête à entrer dans le combat pour une course au Palais du Peuple. C'est pas pour aller s'y rendre, visiter les gens, mais pour aller siéger. Je ne fais pas sa promotion. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Il n'y a aucune femme aujourd'hui, voilà. Les femmes hésitent beaucoup quand on les appelle, sauf une de la société civile qui est maintenant dans un cabinet politique, mais ses fonctions ne lui permettent plus d'être souvent avec nous. Vous la connaissez, non? Elle est proche de Franck Diongo. Oui, ok. Maître, le nom est en train de venir. Alors, ça va venir. Vous voyez que même son nez est en train de partir. J'ouvre ce débat, ce partage républicain avec professeur Nsala. D'abord, la rentrée parlementaire, c'est la toute dernière session de ce quinquennat. Au-delà du vote du budget ou des projections budgétaires pour l'année 2024, avec un autre gouvernement, peut-être d'autres dirigeants, quels sont pour vous les principaux enjeux de cette session? Merci beaucoup Fabien. Je salue tout le monde, tous les confrères avec qui je suis sur ce plateau. Avant de commencer à attendre quelque chose et de dégager les enjeux, il faut partir des défis de ce Parlement qui a déjà passé ces 5 ans, qui est déjà au terme, si je raisonne par absurde. Qui est en train d'achever ces 5 ans. Je voudrais raisonner par l'absurde. En philosophie, il y a ce qu'on appelle le raisonnement par absurde. Si je prends qu'il ne nous reste que 3 mois et que par absurde, chaque mois a 35 jours, il me ferait 105 jours. Et que je pourrais dire que ce Parlement a raisonnement par absurde bien sûr, 105 jours. Mais je me pose quand même quelques petites questions. Qu'est-ce que nous devrions encore attendre, ou les Congolais devraient encore attendre de ce Parlement, si durant 5 ans,
il y a une partie du territoire national qui est occupée et qui est plus grand que le Luxembourg. Qu'est-ce qu'on doit encore attendre de ce Parlement s'il y a déjà 5 ans, les médecins et les infirmiers sont toujours en grève? Qu'est-ce que nous devrions encore, et les Congolais devraient encore attendre de ce Parlement si il y en a qui sont dans des conditions de vie plus misérables? Je dirais ce que les Congolais aiment bien dire, ou les Quinois parlent du social. Qu'est-ce que nous devrions encore attendre si, après l'évaluation de l'état des sièges, ce Parlement reste toujours sans encore faire entendre sa voix du point de vue de ses des prérogatives qui sont les siennes? Autant de questions, autant de questions. Bon, nous sommes pratiquement en train de virer. Est-ce que c'est le Parlement qui doit mettre fin à l'insécurité? C'est le Parlement, même s'il reste l'autorité budgétaire, c'est lui qui va faire tomber l'impiodie dans les assiettes des Congolais? Je ne comprends rien là. Nous sommes au Parlement, nous ne sommes pas au Palais de la Nation, encore moins à l'immeuble du gouvernement avec Samalou Kondé. Fabien, je le sais, faisons les distinguos. Le Parlement a des mécanismes de contraintes. Le Parlement a des mécanismes de contraintes, à ce que je sache. Si, de mon point de vue, le mois, un salarié congolais, dans son mois, il a un mois de 45 jours. Le Parlement sait à qui il doit s'adresser pour que le salaire du Congolais lui arrive au 20e jour ou bien au 15e jour. Le Parlement congolais sait à qui s'adresser pour que les conditions sociales... Le Parlement congolais a tous les outils des contraintes. Et surtout pour une session, voilà. Une session, alors, par rapport à cette session du Parlement avec beaucoup de députés nationaux et des sénateurs qui traînent encore dans leur fief parce qu'ils sont dans une opération de séduction, même pour ceux qui ne se rendaient pas au chevet des misérables, même pour ceux qui ne se rendaient plus auprès de la base, qui allaient tout le temps aux États-Unis, au Canada et en Europe où ils ont déjà placé leur famille. Pour le moment, beaucoup sont allés dans leurs bases respectives. Mais le retour à Kinshasa est conditionné par des vols. Et ces vols, Congo Airways est en difficulté. Les ailes ont pris du plomb. Et puis, on n'a plus la nouvelle compagnie nationale, Air Congo. Et puis, du coup, c'est d'autres sociétés privées qui nous soumettent à leurs caprices. Et les élus, il y en a qui doivent attendre même 2 semaines ou un mois avant de rejoindre Kinshasa. Mais voilà. Évidemment, M. Fabien, vous mettez de l'eau à mon moulin. C'est pour dire que, à vrai dire, de mon point de vue, je n'ai rien. Les Congolais n'ont rien à attendre de ce Parlement. Rien. Voilà. Rien à attendre. Rien. Mais Moutabazi, Sekimounio, vous avez la même lecture au-delà de l'appel que le président, le speaker de la Chambre haute lance au gouvernement pour déposer dans le délai les prévisions budgétaires, au-delà de l'appel lancé pour doter, justement, qu'il lance au gouvernement pour doter le Sénat, plutôt la CENI, de tous les moyens nécessaires pour organiser les élections, eh bien, quels sont... Est-ce que vous êtes aussi pessimiste comme M. Nsala? Pas pessimiste, mais c'est après l'évaluation. Justement. Voilà, c'est après l'évaluation, oui. Je dis pessimiste, optimiste, je suis d'accord avec mon confrère, il n'y a rien d'attendre. Tout ce qu'on doit, c'est espérer que leur fouet ou leur chantage va faire qu'il y ait le budget alloué à la CENI pour les élections. Il n'y a que ça. C'est le seul enjeu. Oui, parce que c'est une assemblée politique. Ce n'est pas une assemblée qui nous a montré qu'il y a une volonté socio-économique depuis 5 ans. Alors, c'est par la fin que tous s'attendent à une réélection. Malheureusement, ils n'ont pas compris, pour être réélu entre parlementaires, il faut travailler dès le début. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, les gens ont tendance, je pense, à sauver le meuble où c'est qu'ils peuvent. Pourquoi vous êtes sceptique? Vous voyez tout réductionniste
aucune analyse objective. Pour passer une loi, qu'est-ce qu'il s'il faut vous plaît, vous parlez comme si vous habitiez une autre planète. Parce que c'est la même planète. Au moins que vous habitez dans une autre planète, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que ça prend pour faire passer une loi. La présenter, la rédiger, l'implémenter, c'est tout un Parlez cycle. de l'implémenter. Là, vous êtes dans votre Dans langue, l'anglais. La Vous êtes mettre dans en l'anglais. œuvre. Oui. Hein, ça prend L'appliquer. L'appliquer. C'est tout un cycle. On devait déjà sentir certaines lois qui sont en train d'être travaillées. Aujourd'hui, je pense que Noël Tchani dit il sera le 15. Il parle encore de la loi Tchani. Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a un vide. Noël Tchani a quand même raison. Même Dieu n'est pas d'accord que le pays soit dirigé, par exemple, que c'est lui qui n'est pas fils du pays. Ça, Non, c'est moi quand je même dis très ceci. bon. Oui. Si on veut faire les choses bien, on doit parler de loyauté. On ne peut pas mesurer la loyauté parce que ses parents ont couché avec. Si Noël Tchani voulait la faire mieux, tout ce qu'il allait dire, c'est on doit voir n'importe qui a changé sa nationalité volontairement. Volontairement, ne peut pas être président de la République. Et si on veut parler du, comment on appelle, l'éléphant dans la salle, si on voulait attraper d'une façon propre, hein, comment Moïse Katumbi, si on voulait l'attraper... Non, nous, on n'a cité personne. Moi, hein. je le cite. Si vous êtes son porte-parole, Moi, eh je ben, le cite. abstenez-vous de... Je le cite. Oui. Les gens comme Moïse, je dis, ils ne devaient pas, moi personnellement, dire, ils ne devaient pas être... Vous nous pourquoi? amenez au second sujet. Non, pas de je digression. donne un exemple. Oui. Parce que toute personne qui a changé, ou preuve qu'il a changé sa nationalité d'une façon volontaire, n'est pas loyale à la RDC. Voilà. Vous nous amenez au second sujet. Nous sommes encore au premier. Ah, ça, c'est le second Apouillou. sujet. Apouillou, nous parlons des atouts et nous parlerons des atouts et des faiblesses des potentiels candidats. Nous sommes médias. Dans une approche prospective, il ne nous est pas interdit d'en parler. Monsieur Bongunda, quels sont pour vous les atouts Moutabazi, le vengeur de son peuple, dit seulement qu'il y a un seul enjeu, c'est donc doter la CENI de ses moyens pour organiser des élections, afin de décider sur l'avenir du pays et ceux qui vont le diriger. M. Nsala est pessimiste, il dit on ne peut plus rien attendre de ce Parlement qui n'a pas sanctionné, qui n'a pas été rigoureux dans le contrôle parlementaire, mais qui a été, selon lui, complaisant avec l'exécutif. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Fabien. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord peut-être circonscrire mon raisonnement par rapport à la forme de l'État que nous avons et par rapport au régime politique que nous avons. Nous avons un régime semi-présidentiel. Et lorsque vous avez un régime semi-présidentiel, sachez que la capacité ou la performance du gouvernement dépend essentiellement de la capacité des législateurs ou des députés. C'est-à-dire, en d'autres termes, dans un régime semi-présidentiel, vous avez un exécutif à double tête, un exécutif bicéphale. Et donc, vous avez un président de la République et vous avez un Premier ministre. Le Premier ministre est ici au sein de la majorité parlementaire. Et donc, du coup, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et la Constitution précise que c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République. En d'autres termes, le gouvernement qui est l'émanation du Parlement, qui définit la politique de la nation, étant l'émanation de l'Assemblée nationale, le gouvernement dépend essentiellement de l'Assemblée, où la capacité de l'Assemblée détermine l'efficience ou la capacité d'action du gouvernement. Et donc, il y a un rapport direct entre le gouvernement et le parlementaire. Si vous avez une assemblée, excusez-moi, composée essentiellement de gens qui ne sont pas à la hauteur, la conséquence est que vous n'aurez pas un contrôle efficace. Et lorsque vous avez l'absence d'un contrôle efficace au niveau de l'action gouvernementale, de la part des parlementaires, nécessairement, on ne peut qu'assister à la faiblesse ou à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Il y a donc un rapport direct entre les deux institutions. Monsieur Fabien, si aujourd'hui nous sommes en train d'affirmer ou de constater, malheureusement, la faiblesse de notre gouvernement, dans une certaine mesure, parce que ce n'est pas sur toutes les questions, d'emblée, il faut reconnaître, c'est parce que nos députés ne sont pas à même de faire un contrôle efficace. Lorsque vous avez des députés qui touchent 21 000 $, en tout cas d'après toutes les informations qu'on a eues, et qui sont incapables de faire tomber les ministres,
qui sont incapables de faire tomber les DG au regard de faits démontrables, ça pose un problème. Et donc, en conséquence, non simplement on ne peut rien espérer à une telle assemblée, mais nous devons encore cogiter et aller plus loin. Monsieur Lumbala, est-ce que la forme de l'État que nous avons actuellement, parce que quand nous parlons de l'Assemblée nationale, on peut passer tout notre temps à parler de l'Assemblée nationale, mais si on ne se pose pas des bonnes questions... On n'a pas parlé seulement de l'Assemblée, nous parlons de Parlement, deux chambres, oui, du Parlement. Comment on appelle de ce Bicaméral. Parlement bicaméral, Et on sait que la dans chambre le- haute et la On chambre sait que basse. dans le bicaméralisme congolais, l'Assemblée nationale a la préséance sur le Sénat. Il n'y a pas de souci. Sur certaines questions. C'est pour ça que je suis en train de m'attarder sur l'Assemblée. Nous devons essentiellement nous poser des véritables questions sur même le régime politique que nous avons. Parce qu'il y a, en fait, Donc tout est au niveau du régime, Du régime politique. Les règles de jeu sont déjà faussées et au départ, quand les prémices sont, comment on dit, sont déjà faussées, donc les restes, on ne peut plus rien espérer. je vous donne un cas précis. Je vous donne un cas précis. Le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Constitutionnellement parlant, M. Sall. C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Qui nomme le Premier ministre? C'est le président de la République au sein de la majorité parlementaire. Pour votre gouverne, ou pour votre rappel, M. Sall, le président de la République n'a pas même le pouvoir d'initier une action contre un ministre. Il doit passer par le Premier ministre, qui est responsable devant le Parlement. Et puis, le Premier ministre, est-ce qu'il a la marge de manœuvre? Parce que, généralement, c'est le Parlement qui sanctionne, non? Mais pour vous faire voir On que... est dans le classicisme, M. Fabien. S'il vous C'est plaît, bien est-ce qu'on que je reste peux- dans les questions. il On peut est dans le continuer. classicisme. Il peut continuer. Ce sont les B à bas que tout le monde connaît. Il On peut est dans le continuer. classicisme. Il peut Ça, continuer. c'est le classicisme. Il peut Ça, continuer. tout le monde connaît. Vous savez, le on est problème- devant une question vitale. Vous savez, le problème avec M. Salah, c'est qu'on peut bien patauger sur les théories. C'est bien. Mais ici, nous sommes en train d'analyser des questions de faits. C'est-à-dire ce qui se passe. Il y a un écart entre ce que vous enseignez à l'université et ce qui se passe malheureusement dans notre pays. Je suis en train simplement de démontrer que l'essentiel de nos réflexions doivent essentiellement être basées sur l'ossature institutionnelle. On peut passer tout notre temps, on peut même vous envoyer en Assemblée nationale. Dans le format actuel, je peux vous rassurer que vous ne ferez rien, M. Salah. On peut vous envoyer. Deux fois, nous croyons qu'on est meilleur que ceux qui sont là. Et la conséquence, c'est que lorsque nous arrivons à leur place, on n'arrive pas à démontrer de quoi nous sommes capables parce qu'on passe tout notre temps à critiquer. Mais il faut y être, Il faut se poser des être questions. dedans et puis chercher à faire changer les choses. Et essentiellement, Oui. moi je peux le dire que M. Salah, il peut devenir aujourd'hui député national dans ces formats. Avec toutes les théories qu'il peut avoir, il ne sera pas en mesure de changer même un seul iota. D'où la nécessité de se poser des véritables questions sur l'ossature institutionnelle. Moi, je me pose par exemple la Mais question. il peut endosser un projet de loi, plutôt une proposition de loi pour faire changer le système. Combien de projets de loi, enfin, parlons-en un peu. Combien de projets de loi visant l'amélioration réelle des conditions de notre peuple sans penchant politique ont été votés? Parlons de ces contextes ici. Ici, lorsqu'on veut parler de projets, essentiellement, ce sont des projets qui touchent aux intérêts vitaux, enfin, de partis politiques ou des acteurs politiques. Là, c'est la réalité. Moi, je n'aimerais pas faire cette politique simplement de dénigrement ou cette politique d'indexer les autres, mais j'aimerais qu'on puisse essentiellement baser notre réflexion sur la remise en question, n'est-ce pas, de l'ensemble de notre système. Parce que je l'ai toujours dit, le Congo n'a pas simplement un problème d'hommes, le Congo a un problème de système. Professeur Kaïmois, vous avez la parole parce qu'on doit y aller assez rapidement. On a une seconde thématique. Oui, Fabien, je vais aller rapidement. Vous avez suivi les trois premiers intervenants, vos collègues. Professeur Sall a dit il n'y a plus rien à attendre de ce Parlement pour la dernière session, à part le vote du budget, à part... bon, il y a Moutabazi dit, oui, l'unique enjeu, c'est l'appel des bâtis au Parlement pour doter la CENI de tous ses moyens afin d'aller aux élections. Bongunda Pouyo dit, eh ben, le système lui-même, on ne pouvait pas attendre grand-chose à ce Parlement, parce que le système lui-même, c'est un système déjà dont les prémices sont faussées. Il y a un système qui tourne autour du pot et le peuple ne se retrouve pas. Parce que d'abord, le président n'a pas le droit de démettre un Premier ministre. C'est ce que vous avez dit. Oui, Oui, et puis voilà, vous connaissez les règles du jeu.
Oui, Fabien, moi je vais juste décrire notre Parlement parce que le collègue, les co-débatteurs ont presque tout dit. Ce que je peux dire, c'est que le Parlement qui est en train de partir, Bongunda l'a dit, ce sont des gens qui touchent jusqu'au jour d'aujourd'hui 21 000 $. Vous avez des preuves? Nous parlons, ça ce sont des faits réels. Nous avons fait des recherches, il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est d'ailleurs eux-mêmes, les parlementaires, qui avaient présenté le preuve devant le média. Si on parle de l'indépendance de 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le Parlement qui a été le mieux payé pendant toutes les années de l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, si on fait encore les calculs, on observe les salaires de tous les parlementaires de l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun parlement n'a été payé à un chiffre qui va à la moitié de ce salaire qui est là. Et donc, le parlement qui a été mieux payé, il tournait autour de 6 000 $. Et donc, vous voyez l'écart qu'il y a, l'écart des salaires des non-parlementaires actuels. Deuxième observation, c'est le Parlement où il y avait moins d'actions possibles, si on parle de l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, on avait affaire à un Parlement de jouisseurs. Au-delà de ça, c'était un Parlement de vagabonds politiques. Des gens qui n'avaient pas de conviction morale. Des gens qui aujourd'hui, ils se réveillent, ils soutiennent telle option, demain, Vous appelez les élus du peuple jouisseurs. Comme si vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Mais mon sont à leur place, nos parlementaires, ceux qui sont dans notre Parlement, la majorité est constituée par des jouisseurs. On peut démontrer ces faits. Et en plus de ça, ce sont des vagabonds politiques. Quand on part aux environs des années 60, pendant les indépendances, on voit les gens comme Pierre Moulele et tous les autres parlementaires. Ils étaient fidèles. Quand il est devant une conviction, il soutient cette idée-là jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, quand vous allez voir ceux qui sont dans notre Parlement, ce sont des gens, aujourd'hui, ils soutiennent ceci, demain, ils soutiennent ça. Après, donc, il y a des gens qui ont commencé dans ce Parlement avec un parti politique, ils ont changé, ils sont arrivés à 4 partis politiques. La versatilité dans politique, on l'observe même sous d'autres cieux, dans des grandes nations. La versatilité politique, oui. Ce n'est pas une situation... mais les nôtres ont exagéré. À la RDC, monsieur. Ils ont exagéré, Fabien. Ils ont exagéré. Et si vous regardez aussi, si on doit encore aller plus loin, il y a plus de gens qui sont arrivés par hasard dans ce Parlement. Et ce sont ces gens, la plupart. Donc, vous revenez à la CENI de Nanga, dont on parle que c'était des nominations. Bon, lui-même, apparemment, il est prêt à révéler les secrets ou la vérité des urines, plutôt des urnes, un lapsus. Donc, peut-être qu'il y aura le courage de dire ce qu'il a fait réellement. Bon, continuez. Et alors, devant un groupe de gens comme ceux-là qui avaient la grande responsabilité publique de travailler pour changer la donne sociale, bon, dans un contexte où il ne leur reste que 3 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être prier pour qu'ils travaillent, ils fournissent les efforts afin que nous allions vers les élections pour que nous puissions remplacer cette classe politique incompétente et pleine de jouisseurs. Ils sont plusieurs qui sont compétents, mais le problème... Dans notre Parlement, Fabien, il y a plus des incompétents que des compétents. S'il vous plaît, soyons sérieux, disons la vérité. Dans une diatribe, comme le professeur Salah, lui, il a relativisé, il dit, mais on ne peut pas attendre grand-chose. Vous allez même plus loin. Au-delà de ce désespoir, vous faites allusion à l'incompétence. Maintenant, dernière prise de parole pour cette thématique. Professeur Salah, qu'est-ce que vous proposez? Il ne faut pas seulement... rester dans une diatribe, il faut proposer quelque chose. 3 mois restent pour ce Parlement. Est-ce qu'ils peuvent se rattraper? Qu'est-ce que vous proposez? Lui propose la prière. Bon, les hommes de Dieu vont prier. Les prieurs vont continuer à prier. Mais vous proposez quoi? Merci beaucoup, M. Fabien. Je voudrais recadrer. Vous savez... Il y a tout un temps, quand je passe ici, on va comme en croisade contre l'université. Non. Notre Parlement, avant qu'on arrive à ce Parlement, il a évoqué ici, on a l'histoire politique de ce pays.
on ne peut pas faire les sciences politiques sans... L'histoire est l'épine dorsale de toutes les sciences sociales. Par rapport, heureusement qu'il a eu un raisonnement déclinatif où il a démontré depuis 1960 jusqu'à ce jour l'état de crédibilité et d'efficacité de tous les parlements. Je ne voulais pas revenir dans tout cela parce que mon point de vue, ce n'était pas de dresser une philippique pamphlétaire contre notre Parlement. Voilà. Mais il a demandé aussi, je reconnais. Non, il démontre qu'il y a un fossé entre les théories des auditoriums des universités et la praxis. Non, moi personnellement, lui, il a demandé de fermer les universités. Alors, on ne peut pas être dans un système libéral et fermer les universités. On ne peut pas parler des universités. Je ne veux pas être dans ces histoires-là. Oui. Je pense que c'est le B à bas. Oui. Même dans un mauvais système, le système politique le plus mauvais, mais si vous démontrez des limites qui sont d'ordre de la volonté, puisque nos parlementaires ont montré des limites qui sont d'ordre de la volonté, mais ce n'est pas contre par rapport où il y a tout ce qui existe entre le système politique tel qu'il est constitué. Il y a un problème d'ordre de volonté. Comme il a eu un raisonnement bipolaire pour dire il n'y a pas seulement un problème d'hommes, mais il y a aussi un problème d'organisation. Mais moi, je pourrais me situer selon sa logique. Avec ce Parlement, on a un problème d'hommes. Il y a un problème d'hommes. Problème d'hommes et le problème du système. Non, moi je ne voudrais pas parler du système puisqu'on ne peut pas... On n'a pas vu comment ils se sont démenés de se départir de ce système. Je n'ai pas en tout cas vu, les Congolais n'ont pas remarqué comment ils ont cherché à se départir de ce système et ils ne sont pas arrivés à cause du système. Voilà. Donc je propose ceci. Oui. Il ne nous reste que 3 mois avec le raisonnement par absurde, un mois avec 35 jours. Je voudrais qu'il nous donne un budget, qu'il donne à la CENI de l'argent pour que cette dernière organise les élections. Vous êtes là dans la logique du speaker de la Chambre haute du Parlement, Bati Lukwebo, modeste, Sekimonyo Mutabazi. Je voulais même dire Wamagangu. Mutabazi, vous proposez quoi? Je dis, si je peux dire, dans mes rêves. Hein, je veux dire qu'ils décident... On n'a pas besoin des rêveurs. Oui, on a besoin des rêveurs. Ouais. Ce qu'ils créent aujourd'hui, ça provient de leurs rêves. Mais ce n'est pas ce genre de rêves ou de fantaisies. Je dis pour blaguer, je dis qu'ils devaient arrêter les élections. Je dis changer la loi électorale parce qu'au rythme dont on fait, on va appeler la population en 2023 de départager ou bien la poubelle. Aujourd'hui, on va reproduire les mêmes personnes. Déjà, on arrête, qu'on stoppe les élections, on glisse. Et puis après, on change la loi électorale. En 3 mois, on va changer la loi, on va organiser les élections après avoir changé les règles du jeu. Oui, on peut juste changer les règles de jeu et dire on parle de pétition au lieu d'argent. Changer les règles de jeu, c'est beaucoup, c'est juste un consensus. Dans mes rêves, je me suis battu pour ça, pour dire il faut, sinon on va appeler la population à dépouiller la poubelle. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont au Parlement vont y aller à cause 60% de représentativité, vote par liste, il faut cesser l'argent. Ce sont les mêmes personnes qui se sont représentées, qui ont beaucoup plus de chances, si on peut le dire, de gagner. Quelle chance? Parce que Kadima Deni a dit il n'y aura pas de députés nommés, pas de représentants du peuple. On n'a pas besoin de nommer. Ce sera les résultats des urnes. Vous ne mouillez pas le maillot. Ce n'est pas les résultats des urnes, vous rêvez plus que moi à ce moment-là. Oui. Si on fait l'équation par liste, quelqu'un peut calculer mathématiquement. Ça veut dire quelqu'un qui est deuxième sur une liste qui a 12 000 peut tomber pour quelqu'un sur l'autre liste, comme on a vu en 2018, parce qu'on a pris le premier des listes. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui ont bel et bien de la bonne volonté, mais ils sont à la merci des partis politiques, des plateformes, pour se retrouver même sur la liste. Ça veut dire déjà pour être candidat, c'est un problème. Hein? Ce n'est pas juste parce qu'on a les idées, parce qu'on aime le Congo, qu'on peut se retrouver candidat en RDC. On est à la merci des plateformes, des partis politiques et partis politiques. Alors, comme mon frère vient de dire ceci, je dis oui, je suis d'accord avec vous. Vous proposez, s'il vous plaît, vous avez proposé, on termine cette thématique. Vous avez proposé qu'on stoppe les élections. Je voulais seulement dire, je suis d'accord avec vous.
La discussion qu'on devrait se faire en RDC, c'est parler, repenser les structures qui nous amènent à la même place. Comme on dit en lingala, tozoko rond-point. Mais pourquoi? On est en train de faire le premier pas d'un long voyage dans la mauvaise direction. On se tourne, qu'on se retrouve au même endroit. Alors, oui, on devrait faire cette discussion-là. Voilà, changement de règles du jeu, changement du système. Et pour y arriver, on ne peut pas changer la Constitution à la fin d'un quinquennat et en pleine règle de jeu. Pourquoi pas parce que ça va entraîner aussi le changement. Si on doit faire un chaos pour avoir un mieux, qu'on entraîne ce chaos. On ne veut pas aller comme un buffle tout droit en se disant on va vers la mort. On est humain. Si on doit tout stopper pour faire mieux et bien, pour le bien-être du Congolais, on doit stopper. J'espère que vous n'êtes pas envoyé pour le dire. Apouyou, votre proposition. Oui, merci, monsieur Fabien. J'aimerais d'emblée dire que, vous savez, deux fois quand on échange sur des questions scientifiques, il faut toujours être humble. C'est très important. N'entrez pas dans les, s'il vous plaît, dans les considérations personnelles. S'il vous plaît, c'est très important. Je cite le professeur Bongeli. Le prof Bongeli écrit « L'université contre le développement ». Lorsque vous lisez les livres, il vous démontre noir sur blanc combien les universitaires, le professeur, n'est-ce pas, les licenciés, sont à la base de ce qu'on est en train de connaître dans notre pays. Vous lisez les professeurs comme le prof Kazumba. Je suis en train de citer le nom de grands professeurs qui nous ont enseigné et qui continuent d'affirmer la thèse que j'affirme sur ces plateaux. L'université, moi je ne peux pas désacraliser l'université, d'autant plus que moi-même je suis le fruit de l'université. Peut-être vous me comprenez mal. Mais je suis dans le réalisme, je suis pratique. Vous êtes professeur, je vous respecte bien. Mais vous savez combien de professeurs avant vous qui ont tenu des discours pareils, une fois qu'ils ont accédé dans des postes de responsabilité, n'ayant pas poussé les raisonnements plus loin en termes de changement de système, se sont salis. Deux hommes intelligents, brillants. Mais ils n'ont pas compris que si vous continuez avec le même système, vous allez vous salir. Voilà, on clôt la parenthèse. S'il vous plaît. Non, on clôt la parenthèse. On revient au sujet, aux propositions. En termes de propositions, voilà. Monsieur Fabien. On sent qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Oui, oui. Mais le chercheur ne contredit pas le professeur, mais ce sont du choc d'idées jaillit la lumière. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? La première des choses à faire, il faut voir loin. À l'université, moi j'ai eu un cours prospective. Proposition pour la session, s'il vous plaît. Prospective. Oui. Si on veut espérer changer et avoir une rentabilité efficace au niveau de l'Assemblée nationale, il faut d'abord comprendre que les 3 derniers mois qui nous restent, c'est déjà parti, c'est déjà consommé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec le temps? Il faut changer la loi électorale. C'est-à-dire il faut restreindre l'espace politique, monsieur Fabien. Si quelqu'un veut devenir député national, il faut déjà au niveau de la loi électorale qu'on puisse énumérer des critères de performance qui fait que quelqu'un pour siéger au niveau de l'Assemblée doit avoir le prérequis scientifique nécessaire. Est-ce que c'est le moment? Je parle en termes de perspective. Ouais. Pour l'instant, j'ai dit c'est déjà consommé. 2, il faut changer de manière perspective, c'est-à-dire, je vois après 2028, l'ordre constitutionnel. Parce que le régime semi-présidentiel que nous avons aujourd'hui fait à ce que le président de la République, qui a la capacité de dissoudre le Parlement, puisse utiliser son épée de Damoclès, n'est-ce pas, une fois qu'il se sent menacé par une majorité qu'il peut perdre à tout moment. Et on l'a vu avec la coalition FCC-Cash. On sait comment est-ce que cette majorité, qui coûte cher à la République, a été acquise. Donc, à un certain moment, on doit faire des prospectives pour dire que pour l'instant, si rien ne marche, mais au bout de 2-3 ans, on puisse proposer des choses qui puissent nous amener... Voilà, c'est-à-dire, comment on dit, en perspective, envisager le changement de règles de jeu, même le changement de la Constitution, parce que vous dites que le système est mauvais, mais le professeur dit aussi qu'il y a un problème d'hommes au Congo. Oui, beaucoup de théories, des diplômes, ariolés des diplômes, mais il se pose un problème d'éthique personnelle. Et ça, où vous complétez, ça me rappelle un peu ce combat entre les linguistes. Un camp disait toute science, toutes les lettres, qui ne descendent pas dans les rues pour appréhender les problèmes qui se posent à la société, afin de les solutionner, sont des sciences, le droit, les lettres des bureaux. Ces deux camps se sont affrontés, comme autrefois à l'université de Lubumbashi,
à la faculté des lettres, les camps de Moudimbe et d'Engal Mouilapang. Bon, c'est de bonne guerre, ça alimente bien la société en termes de réflexion. Professeur Sala a compris, Apouy aussi a compris. Professeur Kaïmoua, vos propositions avant de passer à ce second sujet. Propositions, on va aux élections. On va aux élections parce que le processus est en marche, mais on demande aux parlementaires conscients de pouvoir faire le nécessaire pour doter la CENI des moyens exigés. Et que ceux qui sont au niveau du gouvernement, on demande aux acteurs du gouvernement conscients, préoccupés par les changements qui doivent venir dans ces pays, de travailler pour que les choses fonctionnent, même ceux qui sont à la CENI. Et donc, les gens intelligents qui sont dans toutes les institutions et conscients de la nécessité de mettre les efforts ensemble, qu'ils se mobilisent pour que nous puissions, à partir de ces processus, sauver la situation de la société. Mais il y a des pressions extérieures. Qu'en dites-vous? Concrètement, vous êtes internationaliste. Les pressions extérieures. L'Union européenne veut voir ces poulains manipulables prendre la direction des institutions au pays à l'issue de ces élections. Les États-Unis n'en restent pas loin de ses ambitions. Bon, ce n'est pas aussi la Fédération des Russes avec la Chine qui sont indifférentes par rapport à ce qui se passe au pays. C'est très déterminant. Le Congo, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux et beaucoup de jeux également. Tout le monde veut avoir ses pions à la tête des institutions du pays. Alors, vous voyez, Didier Reynders est venu. Les poulains des Occidentaux sont hésitants, le médecin gynécologue, il y a, comment on dit, le président de Mazembe qui s'active. Il y a également d'autres qu'on veut freiner, comme Matata Pognon, par la justice. Alors, comment faire face à toutes ces pressions? Oui, un Parlement qui n'a pas le dernier mot. Oui, c'est pourquoi j'ai appelé aux intelligences conscientes de ces pays de se mobiliser. Parce que quand on est intelligent, on est au Parlement, on doit comprendre ces enjeux. On doit savoir retrouver où se trouve la part, l'intérêt de la République. Quand on est au gouvernement, on doit avoir la capacité de comprendre les contextes internationaux aujourd'hui. Quand on est à la CENI, on doit avoir ces capacités-là et savoir dans tout ce qui est en train de se passer, dans tout ce qui est en train de se tramer, dans tout ce qui est en train d'être demandé, où se trouve l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et toutes ces intelligences ne doivent travailler que pour la cause de la République démocratique du Congo, pas pour la cause de ces autres qui viennent venir nous Alors, ennuyer. une session qui se termine, ou qui commence pour se terminer, pour clôturer la fin donc pour clôturer le quinquennat, les élus qui vont retrouver, ils reviennent de la base, ils ont vu la misère. Il faut qu'Okunda Bibembe, il faut qu'au Tiakamwa Maye Bimana Mabele, addiction d'eau potable, ça demande de l'argent. Il faut nourrir, Tozoliate, il faut donner de l'argent, les pièces d'épargne, les t-shirts et autres. Il faut agir. Alors, où est-ce qu'ils vont? Quelle sera justement, ou quelle sera leur marge de manœuvre pour pouvoir peut-être se refaire une santé financière et faire face à tous ces problèmes? Parce que dans le Congo profond, ils se sont présentés comme étant ma papa solution, ma maman solution. Normalement, des parlementaires responsables ne doivent pas être des papas solutions, des mamas solutions. Des parlementaires responsables n'ont rien, ne peuvent jamais remplacer l'exécutif. C'est ça le vrai problème que nous avons dans ce pays, parce que les députés se font passer pour des gens qui sont au gouvernement. Or, ce travail, dans les réformes qui doivent être faites au niveau des structures et des institutions politiques, il faut voir aussi ces questions-là. Merci, Bruno. Nettoyer les têtes de logiciels mentaux des parlementaires pour leur faire comprendre que leur travail, c'est de défendre, de travailler pour qu'on ait de bonnes lois et le peuple, de sanctionner lui, par moment, dans certains coins, ne comprend pas toutes ces réalités. Ils vous ont chargé d'aller au Parlement. Les retombées, c'est pas vous seul et tout ça. Nous prenons ce dernier sujet, justement. Les bureaux sont ouverts, réception, traitement des candidatures. Matata Pognon a déjà déposé. Il y a le jeune Moutamba, Constant,
Il y a déjà la semaine qui commence, d'autres qui vont venir. Le président sortant, candidat à sa propre succession, ne s'est pas encore présenté. Peut-être que ça va arriver en dernière position. Nous parlons des atouts des CEDEAO. Nous serons tentés de citer leurs noms. Le gynécologue réputé Mukwege, docteur, donc Moïse Katumbi Chapwe, Matata Ponyo Mapin, Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, Constant Moutamba, on ne peut minimiser personne. Et puis la dame aussi. La combolisation, comment on l'appelle encore? Combolisation, comment on l'appelle encore? Il faut Marie-Thérèse, semble-t-il. Il faut il y a encore un candidat enseignant des mathématiques dans une école secondaire, le candidat de majorités oubliées, qui sait aussi, il attend collecter la caution. Il y a un certain Christian Mambou qui est aussi à la recherche de 1 million, comment on appelle, 160 millions de francs congolais, c'est ça, non? Ouais. 160 millions. Alors, la liste peut-être va s'allonger. Il y a un autre jeune qui a tenté l'aventure, on l'appelle Kazadi. Rex, qui a tenté l'aventure, mais son dossier a été rejeté. Alors, professeur Salah, quels sont les atouts de ces principes, de ces potentiels candidats et leurs faiblesses? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Fabien. Je voudrais revenir à mon hypothèse de départ. Non. On est au second sujet. Oui, évidemment. Oui. Dans les 105 jours, je suis en train de me poser la question sur les conditions de possibilité, de faisabilité de ces élections. Au plan technique, quand même, c'est bien de s'interroger. Au plan technique... Nous croyons jusque-là à Kadima. Bon, je ne suis pas dans l'ordre de la foi ici. Ce n'est pas l'Église. Je me pose comme philosophe, je suis en droit de me poser la question sur les conditions de possibilité, de faisabilité des élections. Vous nous amenez dans une digression. Non, Fabien, non, mais c'est une digression. De poser la question. C'est une digression. En 105 jours, est-ce qu'on aura les élections? Bon, vous pensez que c'est une digression? Rentrons au sujet, ça c'est un autre sujet. Mais je pose quand même la question. Alors, j'arrive. Pour moi, il n'y a pas un candidat idéal ou à idéaliser. Il n'y a pas un candidat plus fort que les autres. Puisque l'arbitrage revient au peuple. Mais comme vous parlez des atouts et des limites, je voudrais aussi parler du point de vue technique. Chaque élection demande vraiment de l'argent. Bon. Pour être élu au Congo ici, le minimum pour ne pas venir crier à la vérité des urnes, c'est d'abord circuler, faire le tour du Congo. Ça, c'est le premier atout. Il faut avoir de l'argent pour faire des moyens pour faire les jets. Le tour du Congo. Oui. Mais comme les élections de cette fois-ci concernent 3 continents. Il faut aller aux États-Unis, parce qu'il y a aussi les Congolais qui sont là, qui vont voter. Il faut aller en France, puisqu'il y a les Congolais qui sont là, qui vont voter. Sur ce plan, la Katumbi a déjà une longueur d'avance, comme il a son jet. Bon, il n'y a pas de problème. Tshisekedi, comme il est président en fonction, donc les deux semblent être privilégiés. Voilà, il faut aller en Afrique du Sud. Ça, c'est vraiment le premier atout pour que chaque candidat vraiment ait quand même un espoir d'être élu. Il faut avoir des moyens vraiment financiers consistants. Le deuxième atout que chaque candidat devrait avoir, c'est être capable de restaurer, de vraiment avoir un discours rassurant qui puisse convaincre les Congolais de la faisabilité, de la récupération de l'intégrité territoriale. Est-ce qu'avec un vote sociologique au Congo, Uinuetu, c'est le nôtre, ainsi de suite, avec un vote sociologique, avec autant de regroupements politiques qui ont pour candidat déjà naturel, la FDC l'avait déjà annoncé, les autres sont entrés en danse. Est-ce que vraiment cette affaire des discours auprès des électeurs, ça compte? Je voudrais dire que c'est là la magie des sciences politiques, puisqu'il y a les urnes.
la science politique a mis sa magie dans les urnes, puisque je peux rire avec vous aujourd'hui. Si c'était, je relativise même le premier point que je venais de dire, puisque si c'était avec ça, Emmanuel Ramazan Chadar, il serait président de la République. Donc, il y a le discours, mais il y a aussi les urnes, la conviction de chaque Congolais, puisqu'il faut aujourd'hui voir qu'est-ce que les Congolais sentent par rapport à chaque candidat qui est cité. Voilà. Deux atouts que le professeur Salah a cités. Comment on appelle le premier atout? Les finances. Oui, oui. Il faut avoir suffisamment des moyens financiers pour bouger sur l'ensemble du territoire. Il faut avoir un jet, il faut qu'au sens Zambongo. Deuxième atout, c'est un discours de conviction. Discours de conviction. Par rapport à la sécurisation oui. et à la récupération de l'intégrité territoriale. Voilà. Moutabazi, vous aimez bien donc les PhD, voilà. C'est vous qui les aimez. Moi, la titrologie, voilà. Monsieur Moutabazi. Moi, c'est pour la différence. C'est la guerre, j'entends un académique qui parle à un intellectuel dans mon propre royaume, soi-disant anglophone. C'est deux différentes voies. Nous sommes dans un monde francophone. Ça, c'est la colonisation. Même si l'avion présidentiel porte les inscriptions, voilà. l'inscription en anglais. C'est pour vous dire, c'est un monde. C'est un message fort. Alors, c'est l'académique et l'intellectuel pour un peu aider l'auditeur pour comprendre les deux d'où ils viennent. Des deux, je veux dire que je suis un peu triste parce que le premier point, c'est l'argent. Je dis non, on ne doit pas parler d'argent. Je dis même... Laissez-le parler. Non, je dis, ça veut dire la personne doit avoir l'argent avant les idées. Il faut parler des idées avant l'argent. Parce que même les distances que vous disiez, il y a la technologie qui diminue l'espace. Je dis, sous question de ma position, on doit regrouper en 3 groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui viennent. Tu sais qu'il dit dégage. Combolisation. Combolisation. Avec Congo. Je vais arrêter. L'autre a dit il va arrêter. Il va arrêter Kagame dès qu'il est aux affaires. Alors je dis, c'est le premier groupe qui pense. Là, c'est le jeune Moutamba. Il va arrêter Kagame dès qu'il est aux affaires. Faire arrêter un président d'un pays étranger dès que vous arrivez. Et vous annoncez ça au micro. Oui. Bon, je dis, c'est le premier groupe qui pense encore 2018, il y aura des émotions. Ils n'ont pas un menu à présenter. Il y a le deuxième groupe, c'est le Moïse Katumbi qui est en train de faire le catcheur. Hein. Il se balade partout pour annoncer qu'il va déposer, comme si c'était le catch. Pas de discours. On a demandé à Kamita tous leurs projets de société sur Top Congo. Qu'est-ce qu'il a dit? On n'en a pas encore. On n'en a pas encore. Et le type va être candidat. Est-il en train de consulter le peuple s'il peut déposer ou non? Pressent-il qu'il sera calé quelque part? Moïse n'a pas de menu pour le peuple. L'autre personne, Matata Poyo, qui est déjà candidat député national et maintenant la présidence, on demande, il a tout un livre, toute une Bible de dire ce qu'il va faire. Un président ne peut pas accomplir toute une Bible. Il n'a pas de discours à présenter. Matata Poyo, un économiste qui a été Premier ministre pour un long moment, il n'a pas fait les recensements. Comment il a planifié sont les fondamentaux du budget. Ça veut dire qu'il n'a pas de discours. Si vous voyez le gynécologue, hein, quand vous voyez il est fâché. Mais le problème de l'élimination de la RDC... Sa limite, c'est qu'il s'énerve beaucoup? Non, il peut que s'énerver, il est émotionnel, il peut être, diplomate, mais pas un président de la République. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Il n'a pas de menu pour... Je n'ai jamais entendu parler de développement économique. Tout ce qu'il dit, on doit arrêter, on doit faire une cour pour les gens qui ont... Les violeurs... Voilà. Je suis d'accord, mais ce n'est pas ça. On ne devient pas un président... Pour ça, on peut être ministre de justice si on peut exagérer, ou un magistrat hein, à la Cour constitutionnelle, tout ça pour faire ça. Il n'a pas. C'est un autre groupe qui vient, tous sont Fachi dégage, mais ils n'ont pas de menu à présenter. On va maintenant le président Fachi, je dis le président Fachi, il ne peut pas gagner les élections, mais il peut ne pas les perdre. Ça veut dire quoi? Il n'a pas les chiffres. Où est-ce qu'il va gagner les élections? Le président va être réélu s'il n'y a que ces gens-là. Et la population se retrouve qui n'ont personne à voter. Fayouli a été populaire sans un discours. Fayouli, on a voté Fayouli. Pourquoi? Tous les propriétaires de béquilles les ont récupérés. Wemba, Katumbi, Mouzito. Oui, et c'est ça l'erreur du président Tshisekedi. Il ne présente pas qu'est-ce qu'il va faire au second truc.
Il n'a pas le chiffre. Il n'a pas le chiffre. Mais il risque de ne pas perdre les élections s'il n'y a pas un nouveau Fayoulou qui se présente. S'il n'y a pas un nouveau Fayoulou dont les gens sont émotionnels, ou peut-être il sera cérébral, que les gens aiment juste être Antifachi, ça veut dire qu'il ne va pas gagner les élections, il ne va pas perdre. Et surtout qu'on n'a pas le deuxième tour. Ça veut dire, techniquement, le président peut gagner. Donc il faut un candidat, un véritable challenger, un Kachala, docteur Kachala qui vient des États-Unis. Non, ça c'est encore c'est le facile. Aujourd'hui, le Congolais veut entendre un menu. On ne veut pas un Fayoulou de 2018. On veut un autre qui vient, pas un challenger, mais un changement idéologique. Par exemple, la jeunesse, il ne peut pas il dit rien, c'est pas. Il ne peut pas les surprendre. Non, il dit, il est alternatif. Il dit, la première chose qu'il ouvre sa bouche, c'est de dire, allez arrêter notre président. Il ne présente pas des solutions sur le problème. Le problème de la RDC, c'est l'humiliation qu'on a connue depuis 100 ans sur le plan social, politique et surtout économique. C'est lui qui va présenter une solution, va battre le président. Il va battre Tshisekedi. Il va battre Tshisekedi. Alors, jusque-là, bon, voilà, c'est Simon. Apouyou, vous avez suivi Moutabazi? Oui. Votre analyse personnelle? D'emblée, je tiens à dire que quelqu'un a dit on n'est pas meilleur que les autres, c'est juste que nos péchés sont différents de leurs. Tshisekedi, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il exerce le pouvoir, et donc face aux autres candidats, lui au moins a un bilan à présenter. Et certainement, positif ou négatif? Positif ou négatif. Mais dans tous les cas, il a un bilan à présenter. Mais nous devons comprendre que le président Tshisekedi, quand il était à l'opposition, il a tenu deux fois des discours forts. Et une fois qu'il a accédé à la magistrature suprême, il a reconnu qu'il y a des réalités qui lui échappaient pendant qu'il était encore à l'opposition. Et donc, c'est pour dire que tous les prétendants candidats président de la République, ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire, mais il faut comprendre que lorsqu'on n'a pas encore accédé au pouvoir, on voit les choses différemment après avoir accédé au pouvoir. Et donc, il nous faut développer une capacité, une lucidité de lire entre les lignes pour ne pas tomber dans la démagogie électorale. Maintenant, s'il faut parler en termes de facteurs, à mon avis, c'est d'abord un homme, que ce soit Tshisekedi, que ce soit son challenger, c'est lui qui remporte les élections, objectivement. Je ne parle pas de la tricherie, mais je parle d'une victoire certaine, honnête. C'est d'abord un leader, c'est-à-dire c'est lui qui a le charisme de drainer des foules. Et malheureusement, l'histoire politique de notre pays nous démontre qu'un leader, c'est-à-dire celui qui est capable de drainer des foules, n'est pas forcément un visionnaire. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui était l'un des grands de ces pays à mobiliser de masse, n'a jamais eu un projet de société qui a été communiqué. Mais il suffisait qu'il dise un mot pour que ça soit suivi. Donc, on a des leaders naturels, comme Étienne Tshisekedi, mais on a aussi des leaders circonstanciels. L'état des droits, ça ne vous dit rien? Ça, ce n'est pas une vision, c'est parmi les facteurs. Là, la vision, c'est quoi? Quel est le distinguo entre la vision et le projet? La vision, elle est globale. La vision n'est pas, comment dire, n'est pas un credo. La vision, elle est globale, elle est politique, elle est économique, voilà, elle est stratégique. C'est l'ensemble de tout ça. Là, le projet de société. S'il vous plaît, quand on dit le peuple d'abord, quand on dit état de droit, là, ce n'est pas une vision. Par contre, quand on dit, par exemple, 5 chantiers, permettez, là au moins, on vous dit qu'il y a tel axe, tel axe, tel axe, vous avez la capacité, n'est-ce pas, d'évaluer. Là, on peut dire, entre guillemets, une vision. Mais je ne suis pas dans ces polémiques, j'aimerais continuer. Pour dire qu'on a de leaders naturels, on a beaucoup dans la guerre lexicologique, là, je comprends, M. Apouyou. Vous avez encore beaucoup de théories que... Là, ce ne sont pas des théories. En sciences politiques, par exemple, on vous parle de projet de société. C'est quoi un projet de société? Un projet de société, c'est une vision globale qui est définie dans plusieurs secteurs d'activité. Vous voulez devenir président de la République, vous devez avoir une politique sécuritaire, par exemple. Les gens sont en train de mourir à l'est du pays. Quelle est votre vision, n'est-ce pas, géostratégique pour mettre fin à la sécurité? Vous voulez devenir président de la République, les gens n'ont pas à manger. Qu'est-ce que vous allez faire pour donner aux Congolais à manger? Là, ce n'est pas un credo, ce n'est pas un mot qu'on lâche. Malheureusement, nous sommes habitués à cette manipulation psychologique, n'est-ce pas? Où il suffit de dire quelque chose. On devient président pour amener les gens au travail et gagner leur vie, ou bien on le devient pour leur donner à manger. C'est différent, ça dépend de l'approche. Quand vous êtes dans l'approche libérale, avec le libéralisme, c'est du laisser-faire. Donc vous êtes dans cette approche. Mais quand vous êtes dans le socialisme, c'est-à-dire la socialisation des moyens de production, c'est vous qui donnez l'emploi.
j'étais en train d'énumérer le facteur. J'ai dit le charisme. Ça peut être naturel, comme Étienne Tshisekedi, mais ça peut aussi être circonstanciel. Avec Fayoulou, on l'a vu, personne ne connaissait Fayoulou, au sens du charisme. Parlons de à la dernière minute, on l'a soutenu. La deuxième chose, c'est la vision. En fait, les Congolais ont soif de voir un digne fils du pays développer une vision des grandeurs, capable de réveiller en nous ces peuples, n'est-ce pas, meurtris, ces sentiments d'orgueil. Voyez-vous? On a tendance que quand on parle de nous, c'est toujours avec condescendance. N'est-ce pas? Quand on dit Congolais, même lorsque vous voyagez dans des pays limitrophes, quand on parle des Congolais, c'est toujours de manière dénigrante. On a besoin d'avoir quelqu'un qui porte haut notre capacité de conquérir le monde. On exporte ceux qui viennent du pays, ou ceux qui viennent du pays ont engendré des enfants là-bas. On reproduit ce qu'on vit à Kinshasa ou chez soi. Eh ben, par moments, certains mépris, c'est par rapport à ce comportement. Je suis en train de citer les facteurs. Si vous pouvez me donner même 30 secondes, j'étais en train de citer, vous m'interrompez à tout moment. Il y a aussi les facteurs argent qu'il ne faut pas négliger. On ne peut pas battre campagne, n'est-ce pas, dans un pays aussi colossal, sans moyens. On doit se déplacer. Et enfin, il faut avoir un carnet d'adresse. On ne devient pas président de la République démocratique du Congo avec tous les enjeux que nous représentons sur le plan international parce qu'on le veut. Voyez-vous, il faut avoir un carnet d'adresse capable, n'est-ce pas, de vous rallier à telle ou telle puissance. Et enfin, il y a des pesanteurs sociologiques. Malheureusement, n'est-ce pas, je ne suis pas ici dans l'idéalisme, je suis dans la théorie, enfin dans la pratique, pour dire que malheureusement, il y a des pesanteurs sociologiques qui entrent en compte pour la désignation de tel ou tel autre candidat. Voilà un peu le facteur. Osaka et moi. Vous avez suivi les atouts, plus les atouts et quelques faiblesses énumérées par Bongunda. Qu'est-ce que vous pensez de ces différents? Moutabazi a été très détaillant. Il est passé d'un candidat à un autre avec un carton rouge et Nakombo. Voilà, la combolisation. Voilà. Oui, si je prends la liste de ceux qui se sont déjà présentés comme candidats ou ceux qui se sont annoncés, ceux qui se sont annoncés, je la diviserai en deux parties. Il y a ceux-là qui ont déjà été au pouvoir d'une manière ou d'une autre qui sont connus. Il y a le président actuel, il y a l'ancien premier ministre Matata, il y a Moïse Katumbi. Et ceux-là qui n'ont jamais été au pouvoir, il y a Dr Mukwege, il y a Marie-Thérèse Ekofo, il y a Mutambo. Donc, pour les deux, les premiers, ils seront jugés. Déjà, la population va les juger sur base de leurs actes. Les premiers qui ont déjà été au pouvoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, leur réalisation ou leur insuffisance dans la réalisation va les toucher à un niveau ou à un autre. Les autres, ils sont dans les idées. Je ne crois pas que les Congolais sont plus aujourd'hui dans les idées. Mais bon, les groupes qui m'intéressent, c'est plus les groupes de ceux-là qui ont déjà été au pouvoir. Parce que moi, je suis convaincu que le président de la République sortira du premier groupe. Ça, c'est ma conviction, c'est mon point de vue. Alors, dans ces groupes-là, Tshisekedi, Matata, Katumbi, et Fayoulou et les autres, je ne vois pas trop Mukwege arriver. Je me dis, qui sont-ils? Je réfléchis en tant qu'internationaliste. Je constate malheureusement qu'ils sont tous soutenus par les États-Unis d'Amérique. Tous? Tous. Le premier groupe. J'insiste, tous. Tshisekedi soutenu par les États-Unis, Matata soutenu par les États-Unis, Katumbi de plein pied par les États-Unis. Et là, nous sommes devant une élection où ce sont les États-Unis qui vont juger, qui vont trancher. Et ça fait partie des habitudes des Américains. Vous aurez une réaction rapide. Il réside aux États-Unis. Alors, ils ont l'habitude de C'est magicien. De lancer leur gars se battre et à la fin, ils viennent trancher. Et donc, c'est ça ce que je suis en train de voir malheureusement. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ce qui me fait mal, c'est de voir que dans un monde qui est en train de changer, qui est en pleine mutation, il n'y a personne, et alors personne qui vient de notre camp. Donc, nous continuons à être les vassaux d'un système moribond qui, on ne sait pas où est-ce qu'il va, nous amener. Il n'y a aucun pion, il y a aucun pion de BRICS. J'aurais souhaité qu'il y ait aussi des gens qui sont soutenus par BRICS. Malheureusement, ce sont ces gars-là qui vont se battre
et les Américains vont trancher, ils vont nous donner encore un autre Si je me président. présente, c'est que voilà, c'est le BRICS qui va me soutenir. Voilà, c'est une façon. je peux juste une dire- réaction rapide. Vous les magiciens. Je veux dire, il faut corriger un peu. Ils ne sont pas soutenus par les États-Unis. Ils cherchent le soutien des États-Unis. Si les États-Unis choisissent quelqu'un, il n'y aura pas tout ça. Tous en train de prétendre ils ont le soutien des États-Unis. Et le soutien des États-Unis, c'est qui? Laissez-le. C'est pas Biden, c'est tout le monde. Moïse Katumbi n'a pas le soutien des États-Unis. Il paye, je crois, 15 000 $ à un lobbying, je crois, à Talassi, pour faire son lobbying, convaincre. Aucun n'a le soutien des États-Unis. Mais ils savent sur la psychologie des Congolais, dès que je dis je suis soutenu par les États-Unis ou l'Israël, les gens se disent on doit le voter. Aucun, je vous garantis. Herman Cohen avec ses tweets et autres, est-ce qu'il est aussi financé? Aucun. Il est aussi financé? Par les Américains? Non, non, par certains acteurs politiques congolais. Qui ça? Herman Cohen. Herman, c'est tout le monde qui peut l'acheter. Toi aussi, tu peux acheter Herman Cohen pour qu'il tweete. Tous achètent certains. Herman Cohen, ce n'est pas l'administration américaine. C'est un indépendant, c'est un lobbyiste. Aucun, je vous garantis ici. Non, non, moi je Laissez suis pas d'accord. d'abord, laissez d'abord, oui. Aucun n'a le soutien des États-Unis. Ni Tshisekedi. Ni Tshisekedi. Oui. Tous en train de chercher le lobbying pour avoir le soutien de l'administration. Aucun n'a le soutien des États-Unis. Tous en train de jeter l'argent par la fenêtre, payer le lobbyiste à Washington, D.C. Malheureusement, ce ne sont pas des lobbyistes congolais américains. J'aurais bien voulu qu'ils touchent cet argent pour le montrer, pour avoir l'illusion que les États-Unis te soutiennent. On saura qui les États-Unis vont soutenir en décembre. Merci. Mais on n'a pas posé Merci. la question à Fabien. Fabien, on peut te poser la question. Fabien. C'est moi qui pose des questions. Non, non, non. Mais lui aussi, il est candidat. Pourquoi tu es candidat? Dis-nous. Non, je ne suis pas, Non, tu es candidat. Il est candidat. Je ne suis pas. C'est une J'ai compris provocation. ce que vous avez dit, mais je vous dis, j'insiste que Est-ce que les Fabien peut personnes nous que dire j'ai pourquoi il est citées candidat pour qu'on voit s'il est. sont s'il est soutenus sérieux? par les je suis États-Unis pas- parce qu'il y a des je institutions n'ai pas de moyens pour la américaines présidentielle. ou des politiciens Professeur américains qui Sala, sont derrière, Professeur Sala, c'est votre conclusion. Votre conclusion. La conclusion, Vous c'est- n'êtes pas d'accord que vous ne croyez pas à la tenue des élections cette année, mais qu'est-ce que les candidats doivent faire? On sent qu'ils payent l'argent pour avoir le soutien de tel ou tel à l'international. Techniquement, je maintiens ma proposition. À 105 jours, je ne vois pas au plan technique comment on pourrait avoir les élections. Mais je risque de croire qu'il y ait une union sacrée, des gens, des balayeurs qui peuvent se liguer contre le président, la candidature du président Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il y ait une union entre Matata, Fayulu, Katumbi. Le camp Kabila n'est pas aussi un camp négligé. Tout le monde là, ils peuvent être formés une union sacrée contre Tshisekedi. Ah, voilà. Pour votre conclusion. En résumé, je pense que nous devons comprendre une chose. Peu importe qui passe président, le plus important, c'est que le Congo gagne. Et pour Voilà. que le Congo gagne, il faut changer les systèmes, il faut voir grand. Merci. Alors, on a pratiquement fini. Fabien, tu ne dis pas pourquoi tu es candidat Alors, national. Non, Dis-nous. je ne suis pas, Dis-nous qui je nous ne suis pas explique candidat. pourquoi il est candidat Je ne suis pas député candidat. national, Fabien. Voilà, Dis à la télé. c'est un provocateur. Il vient de poser des questions. C'est un provocateur. Voilà, À très liste. bientôt pour Ne un nous laisse autre pas te juger. numéro Dis-nous pourquoi sur tu es Télé candidat 50 député national. avec le même plaisir. Merci Moutabazi, le provocateur. Merci Apouyou, merci Kaïmoa, merci Claude Sala. À très bientôt avec le même plaisir.